Vous êtes bien sur le canal 22 dans Gayatri Yantra, Calreco, depuis les profondeurs de la Souf en ce mois d'avril 2096. Je ne suis pas une IA, je ne suis pas né d'un utérus artificiel ni d'un clone porteur, je suis né à l'ancienne et la Souf, je te transmets le souffle. Alors, ce que tu vas entendre maintenant vient des archives du 21e siècle. Ce sont les voix d'avant, des gens qui à l'époque, dans les années 20, avaient déjà compris quelque chose. Alors écoute bien parce que ça nous concerne, nous, habitants de la Souf, en 2096. Alors je te laisse plonger avec allégresse et peut-être avec tristesse dans la profondeur de notre humanité. Calreco dans Gayatri Yantra. François Boulot est avocat. Il a été porte-parole des Gilets jaunes. On l'a beaucoup vu et entendu sur les plateaux entre 2018 et 2019. Il a écrit, entre autres, un livre intitulé « Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique » que je vous conseille. Nous lui avons rendu visite dans sa ville, à Rouen. Son parcours, sa pensée, son engagement, les Gilets jaunes, le néolibéralisme, la technocratie rampante dans le champ politique, la corruption des élites, le besoin de sens, le connais-toi toi-même, sa vision de l'avenir, bien sûr. Voici quelques sujets que nous avons abordés dans cet entretien. Mon parcours, je viens d'une famille à la base qui n'est pas bourgeoise du tout. Mes parents n'ont pas fait d'études supérieures. On avait un niveau de vie, je dirais, vraiment moyen quand j'étais petit. Et il est vrai que mon père a plutôt réussi professionnellement. Et donc, j'ai vu notre niveau de vie augmenter. Ce qui m'a permis à moi de faire des études financées par mes parents. Je veux dire, je n'ai pas eu besoin de travailler pour pouvoir faire mes études de droit. Et donc, j'ai eu toujours très conscience du privilège que j'avais de pouvoir justement me consacrer pleinement à mes études sans avoir à travailler. Et j'ai toujours eu beaucoup de gratitude pour ça, d'avoir cette chance-là qui m'était donnée. Et puis après, j'ai fait mon cursus de droit, puis d'avocat. Et puis, je m'étais toujours un peu intéressé quand même à la politique, mais disons, je regardais les débats à la télévision. Je regardais à l'époque, c'était Sarkozy, c'était Dominique Strauss-Kahn qui débattaient l'un contre l'autre. J'étais plutôt à tendance de droite parce que ma famille était plutôt gaulliste et que la fausse conscience, bonne conscience de gauche m'exaspérait et que j'ai toujours eu un rapport plus à la vérité qu'à la morale. Mais il s'est avéré qu'à partir de 2010, 2011, je ne sais pas trop comment le situer, mais en gros, j'avais voté Sarkozy, moi, en 2007, et j'ai été convaincu qu'il avait les solutions, que c'était bien, etc. Et puis, après, j'ai été cohérent, au moins, et honnête avec moi, c'est que j'ai vu que ça ne marchait pas trop, en fait. Alors, certes, il y avait eu la crise de 2008, mais je commençais à ressentir, sans pouvoir vraiment l'expliquer, que les causes étaient quand même peut-être beaucoup plus profondes que ça et que ce n'est pas des petites solutions de comptable qu'on allait prendre ici ou là en augmentant un point de CSG ou un point de TVA qui allait résoudre les problèmes très profonds qui se posaient, de chômage, de pauvreté, d'inégalité. Et donc, en fait, à partir de 2011-2012, j'ai commencé à travailler par moi-même. Et en fait, je suis parti vraiment en autodidacte à m'interroger sur la dette publique. Mais en fait, à qui on doit l'argent et la réflexion que j'avais, c'était peut-être un peu le résultat de mes cours de droit constitutionnel, mais je me disais, c'est quand même bizarre parce que l'État
est censé être l'émanation du peuple souverain. Donc, la souveraineté, par définition, veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de nous. Et l'État, donc, a des créanciers. Et bon, évidemment, quand on doit de l'argent à quelqu'un, généralement, on n'est quand même plus tout à fait maître de la décision. Donc, on n'est plus tout à fait souverain. C'est quand même bizarre, ce système qui nous dit que l'État est souverain, mais l'État doit de l'argent. Et donc, voilà, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Et puis, à qui doit-on l'argent ? J'aimerais bien savoir, parce qu'on nous dit toujours, il y a la dette. Oui, mais d'accord, mais à qui on doit l'argent, là ? Et on ne sait pas. Et il y a une loi pour qu'on ne sache pas à qui on doit l'argent, parce que ça permet d'avoir des meilleurs taux d'intérêt. En gros, conserver l'anonymat de nos créanciers fait qu'ils nous prêtent avec des taux d'intérêt plus favorables. Bon, c'est très curieux quand même comme système dans une démocratie. Et puis après, en fait, de là, j'ai dérivé sur la création monétaire, et donc du coup l'euro, et donc l'Union européenne, et donc les questions de libre-échange et de protectionnisme. Voilà, et puis j'ai découvert des intellectuels comme Emmanuel Todd, comme Frédéric Lordon, ou Bernard Friot, et voilà, et tous ces gens-là m'ont aidé petit à petit à construire ma pensée. Mais je sais que ce qui a été un point de bascule dans mon rapport à la politique, c'est que avant j'étais spectateur et je me forgeais un avis sur la base d'impressions et de sentiments. Et ensuite, je suis devenu acteur au sens où je vais réfléchir par moi-même et je vais répondre à mes questions. Je me pose des questions, j'essaie de comprendre le monde. Et ensuite, évidemment, j'ai besoin de me confronter à des pensées, à des connaissances, à des débats, à des conférences, etc. pour nourrir ma réflexion. Et petit à petit, je venais répondre aux questions que je m'étais moi-même posées. Je vous l'ai dit, j'écris cette histoire du futur qu'on retrouvera dans la playlist fiction de ce podcast. Alors j'essaye de faire travailler mon imagination, mais mon ambition, c'est aussi d'exprimer un point de vue. La science-fiction, c'est merveilleux parce que c'est un champ créatif où tout est possible. Et à l'image d'Alain Damasio, par exemple, j'ai envie, au travers de ce récit, de m'impliquer et de proposer aussi une vision politique, parce que tout est politique. Construire sa pensée, c'est un long cheminement, c'est une démarche que j'ai compris il n'y a pas si longtemps, à quel point c'est essentiel de trouver quelques réponses concrètes aux questions importantes à nos yeux. Et puis avec ce qu'on vit en ce moment, c'est très important, c'est essentiel de savoir comment se positionner, car il va falloir pouvoir mesurer en conscience les enjeux du monde qui se présentent à nous. Tout ça m'a pris pas mal de temps. Notamment sur la monnaie, où c'est un sujet extrêmement complexe et où, parce que je me renseignais pas mal sur Internet aussi, vous lisez absolument tout et n'importe quoi. Donc vous avez des critiques les plus justes aux thèses les plus délirantes. Donc il faut réussir à faire le tri et ça n'a pas du tout été évident. Et je le dis parce que je l'avais écrit dans la préface de mon livre, mais dans l'avant-propos. Mais j'ai eu beaucoup de moments de perte de confiance, quoi, à me dire mais t'es vraiment trop bête, quoi. Tiens, en fait, c'est pas pour toi, t'y arriveras jamais, c'est trop compliqué. Enfin, il y a des moments, j'étais perdu et je me sentais vraiment nul. Et je me disais, non, en fait, moi, je suis pas capable de comprendre. Et puis, bon, à un moment donné, donc vous lâchez pendant un temps. Et puis, bon, par la force des choses, vous êtes amené à y revenir. Et puis, ça y est, il y a un déclic, ça se débloque. Ça y est, enfin, j'ai compris ça. Du coup, maintenant, je peux aller rechercher ailleurs. Et maintenant, on peut passer à une autre question. Voilà, donc c'est un chemin qui a été très laborieux et pénible, avec des moments de joie quand on a compris quelque chose, mais des grands moments de doute et de frustration et de déception quand on bute sur les obstacles. Et puis, arrivé, je pense, en 2016-2017, j'avais le sentiment là d'avoir enfin construit une cohérence intellectuelle. Pas d'avoir tout compris, loin de là, mais là, d'avoir une grille de lecture qui me permettait enfin de comprendre les événements et même d'en anticiper pas mal. Et c'est pour ça notamment que j'avais anticipé, mais je veux dire, je ne m'attribue pas les mérites particulièrement, hein. D'autres l'avaient anticipé, et que Macron, évidemment, ne serait pas un bon président pour le pays, et que Macron allait plutôt mettre les gens dans la rue. C'est ce que je disais à tout mon entourage, qui votait plutôt Macron ou Fillon, hein, donc on n'est pas sur des révolutionnaires dans l'âme. Hein. On disait, mais Macron élu, 6 mois plus tard, la France est dans la rue. Vous ne comprenez pas, en fait, ce qu'est cette personne, ce qu'il va faire et les dommages qu'il va causer. Alors, je me suis trompé d'1 an, puisque les Gilets jaunes, ça a été 1 an et demi plus tard. Mais voilà, ça s'est produit.
C'est assez édifiant de voir avec quelle facilité ce gouvernement parvient à faire descendre les gens dans la rue. Il semble que ce ne soit pas qu'un problème de pouvoir d'achat, de retraite ou de 49.3. J'ai le sentiment que le monde se rend compte que le projet de société qui nous est proposé n'est pas désirable. Un jour, c'est le mouvement contre la réforme des retraites. Demain, il y en aura d'autres, car nous sommes entrés dans l'ère des soulèvements, comme le dirait Michel Maffezoli, et peut-être que cela a démarré en 2018 avec les Gilets jaunes. Bon, déjà, j'y suis allé dès le premier jour par curiosité, essayer de comprendre avant de juger, savoir qui étaient ces gens, quel était ce phénomène un peu bizarre, un peu irrationnel qui était en train de se produire, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et puis, au début, moi, j'étais dans une logique, du coup, de rallier mon barreau, au moins sur le plan symbolique, aux Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, les avocats luttaient à l'époque contre une réforme de la justice, qui, comme d'habitude, était là pour entraver les procédures, réduire les budgets, réduire les coûts, enfin, bon, voilà, toujours faire en sorte de casser le service public de la justice, comme tous les autres services publics. Et j'avais essayé d'expliquer à mes confrères que, malheureusement, notre pouvoir de nuisance, il était nul. Et donc, on pouvait essayer de faire des grèves ou ce qu'on voulait, ou faire des chorégraphies devant le palais de justice. Ça allait pas mener bien loin, quoi. Et que spécifiquement avec ce pouvoir-là, je parle d'Emmanuel Macron, on a quelqu'un qui n'est pas un politique de base, qui a un rapport très autoritaire au pouvoir, très vertical, et qui n'écoute que quand on le stoppe, en fait. Il n'écoute pas de bonne foi, ce garçon. Et donc, je leur avais dit, écoutez, là, il y a un mouvement social de grande ampleur qui vient de naître et qui accapare l'attention des médias, qui a une grande puissance. Je pense que ce serait opportun qu'on fasse au moins une photo avec nos robes et un gilet jaune par-dessus, devant le palais de justice, pour montrer symboliquement que le peuple est en train de s'unir. Et ça, je pense que ça enverrait un énorme message, pour le coup, à la chancellerie, pour ce qui nous concernait de notre combat contre la réforme de la justice. Parce que si elle commence à voir que les classes moyennes supérieures, des éduqués supérieurs, s'allient avec des gens de conditions plus modestes, qui n'ont pas fait d'études supérieures, là, oui, ça va commencer à trembler. Parce qu'en fait, le pouvoir sait qu'il peut compter sur les divisions au sein de la société française, et en particulier sur les divisions entre les différentes classes sociales, et en fait, le mépris de classe qui existe en cascade dans la société, où en gros, la classe plus haute méprise la classe en dessous d'elle, et ainsi de suite. Et bon, j'ai essayé, j'ai pas dû réussir ma plaidoirie parce que j'ai dû sur peut-être 120 personnes qui étaient présentes à cette assemblée, j'ai dû convaincre 4 personnes dont moi, hein. Donc voilà, j'ai pas été très performant. Et du coup, il fallait que j'aille sur le rond-point. Il fallait que j'y sois, en fait. J'explique pas ça. Il fallait que je sois avec eux. J'ai le sentiment que c'est là que ça se passait. Voilà, bon. Et il se trouve que on m'a demandé à quelques reprises au début de m'exprimer dans des assemblées, et qu'à la suite de ça, on m'a demandé de devenir le porte-parole donc des 3 ronds-points de Rouen, qui étaient le rond-point des Vaches, le rond-point de la Motte et le rond-point du Zénith. Et c'est comme ça que je suis devenu le porte-parole des Gilets jaunes à Rouen, et que j'ai été amené ensuite à être invité dans les médias. Et j'ai essayé de saisir toutes les opportunités qui m'étaient données pour défendre évidemment les revendications du mouvement, qui étaient une meilleure répartition des richesses et plus de démocratie, à travers le référendum d'initiative citoyenne. Et aussi, du coup, pour défendre ces revendications, essayer de déconstruire toute la propagande gouvernementale, tous les arguments qui nous sont assénés de toute façon depuis des années, qui visent à défendre le discours dominant qu'on appelle le néolibéralisme, mais qui évidemment qui parle pas beaucoup aux gens. Donc moi, que je résume plutôt sous la formule qui est le régime des ultra riches, hein, qui a servi les peuples et détruit la nature. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle, c'est plus simple. Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables. Vous l'avez dit, les conditions d'organisation de ces multiples manifestations se déroulent dans des conditions qui mettent en risque d'abord celles et ceux qui manifestent. Des armes de guerre ont bien été employées samedi
des brigades motorisées étaient bien équipées de LBD. Des secours ont été entravés et empêchés d'intervenir sur ordre de la gendarmerie. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés sur des blessés. Vous mentez comme vous avez menti ici lors du fiasco du Stade de France. Pas ce gilet jaune là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Merci à monsieur le ministre de nous avoir apporté ces éléments chiffrés, imagés, qui ont montré le déchaînement de violence de la part de l'extrême gauche à l'encontre de nos forces de police. Un déchaînement de violence qui s'inscrit très clairement dans une stratégie de déstabilisation, de destruction des institutions de la République. Le régime des ultra-riches qui a servi les peuples et détruit la nature, mais oui. Néolibéralisme, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup sans vraiment savoir ce qu'il définit. On a capitalisme, économicisme, libéralisme, des mots chers à Laurent Alexandre, Raphaël Enthoven, BHL, tous les grands penseurs de notre époque. Mais François, peux-tu développer un peu ta définition, s'il te plaît ? En fait, le néolibéralisme, c'est la forme que prend le capitalisme depuis les années 80. Pour le dire autrement, c'est pour ça que j'essaie toujours, moi, d'éviter ces mots-là et que j'en donne des définitions plus concrètes. En gros, le problème que j'ai, moi, avec ce mot néolibéralisme, c'est que y a le mot libéralisme. Alors déjà, on va confondre du coup le libéralisme au sens de la doctrine du 19e siècle, Adam Smith & Co., mais qui avait rien à voir avec le néolibéralisme. Le libéralisme d'Adam Smith, pour ceux qui l'ont lu, c'est pas uniquement la main invisible du marché. C'est pas du tout ça. En fait, c'est une doctrine qui vise à l'émancipation des individus, qui assume le rôle et le devoir d'intervention de l'État, la prise en charge des activités qui sont pas forcément rentables économiquement, mais qui en revanche apportent un service essentiel à la communauté. Donc cette doctrine-là n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé le néolibéralisme, en fait, qui correspond à l'arrivée de Reagan aux États-Unis et de Thatcher en Angleterre, et où en fait c'est, pour le dire autrement, une politique hyper inégalitaire qui au profit des ultra-riches et qui vise à casser les systèmes de protection sociaux qu'on avait mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, donc ce qu'on avait appelé l'ère des États-providence. C'est ça en fait le néolibéralisme, et si on voulait se donner un élément qui est caractéristique et qui le différencie totalement du libéralisme, c'est que dans ce à quoi on assiste depuis les années 80, c'est cette captation justement par les ultra-riches, par leur pouvoir d'influence, des appareils d'État. En fait, ils exercent une influence déterminante, où ils ont colonisé par plein d'aspects les appareils d'État, ce qui leur permet d'orienter les décisions publiques et donc les lois. Et évidemment au service de leurs intérêts et au détriment de la population en général. Donc voilà ce que c'est pour moi le néolibéralisme, c'est simplement la consécration d'une politique très inégalitaire qui vient d'un déséquilibre dans le rapport de force. Et là, je fais clairement référence à la lutte des classes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement endormi les gens parce que le confort matériel arrivant avec le progrès qu'ont connu les sociétés occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, a fait que on a eu un effondrement des structures collectives, à la fois du catholicisme et du communisme en France, et donc par cette atomisation de la société qui s'est faite, donc qui rend les gens de plus en plus individualistes, on a cassé les solidarités, donc la capacité d'action commune. Et du coup, sur ça, prospère, le rapport de force se déséquilibre à l'avantage des plus riches, qui eux sont beaucoup moins nombreux, et qui eux, très spontanément, savent très bien où sont leurs intérêts. Donc il n'y a pas de problème, ils agissent toujours de concert, sans avoir à se concerter. C'est bien ça leur force. Alors qu'évidemment, pour la masse des gens ordinaires, on peut être pris dans plein d'intérêts contradictoires et dans un monde complexe, et puis on n'a pas du tout la capacité d'influence des ultra-riches. Donc voilà, on a un rapport de... Bon, il y aurait plein d'autres causes, de facteurs, mais on a un rapport de force qui se déséquilibre, et donc, d'ailleurs, il s'est tellement déséquilibré qu'ils avaient pu nous expliquer qu'il n'y avait même plus de lutte des classes.
c'est fini, c'est vraiment, c'est passé ce truc-là. Vraiment, là, vous n'êtes pas moderne. Hein. Donc, voilà, et ils ont du coup changé les mots, ou voilà, on est défavorisé, on n'est plus un exploité. Parce que quand on est un exploité, on comprend qu'il y a des exploiteurs. Donc, on a envie de désigner un responsable. Alors, quand vous êtes défavorisé, bon, bah, ma foi, c'est le destin, vous n'avez pas eu de chance dans la vie. Donc, voilà, donc, à travers le langage, on a aussi tout fait pour anesthésier la pensée et empêcher les gens de construire une réflexion à même de penser une rupture avec le système politique. Alors dans mon histoire, ça c'est certain, s'il y a une société vertueuse ou résiliente en tout cas, l'éducation sera la base de tout. La marotte de François Boulot, c'est l'éducation politique, la connaissance des institutions pour pouvoir les contrôler en tant que peuple souverain. Et c'est une conviction qui est à juste titre partagée et récurrente dans les propos d'un certain nombre de militants politiques. On en discutera d'ailleurs avec l'un de nos prochains invités. Et c'est effectivement fondamental de connaître les enjeux, de connaître le fonctionnement institutionnel de notre monde. Et ça devrait être, dans une démocratie, la base de tous les enseignements. Comme le calcul, comme l'orthographe. À l'école, on devrait apprendre à réfléchir par soi-même en connaissant les enjeux politiques, ce qui nous permettrait de faire de vrais choix plus tard, en tant qu'adulte, de s'émanciper, de devenir souverain. C'est l'objet de son livre « Reprendre le pouvoir » et des vidéos qu'il diffuse sur sa chaîne YouTube. Pas certain que cet horizon dans lequel des citoyens souverains décideraient eux-mêmes des orientations politiques de leur nation soit au programme de nos élites actuelles. J'ai pris le temps d'écrire donc un livre, Reprendre le pouvoir, où là, pour le coup, c'est vraiment une entreprise de démolition. Mais avec des arguments, je dirais, logiques et simples à comprendre, en tout cas le plus simple possible, parce qu'on vit évidemment dans un monde complexe. Donc c'est difficile de s'extraire de la complexité. Non, on est dans un monde complexe, donc on est obligé d'avoir une pensée qui est fine, qui est subtile et qui va au fond des choses. Et bon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre en présentant une analyse synthétique à mon avis, tous les blocages institutionnels qui existent et qui font qu'on est dans cette situation politique où finalement ça fait 40 ans que la politique qui est menée crée une grande insatisfaction grandissante dans la population, qu'on le voit bien à travers les élections où on parle de montée des extrêmes, mais en fait, ce qu'on devrait surtout voir, c'est que les gens ne votent plus pour les partis installés. C'est surtout ça qui s'exprime, en fait. C'est la défiance envers les partis installés. Et les gens sont effectivement prêts à voter, entre guillemets, aux extrêmes, parce qu'après, il faudrait qu'on discute aussi des étiquettes d'extrêmes qui sont collées. Mais en tout cas, ce que les gens expriment de manière évidente, c'est « on ne veut plus de ça ». C'est ce qui s'exprime le plus. Et aux dernières élections présidentielles et législatives, on a bien vu que 3 blocs ressortaient, ce qui est absolument inédit, parce qu'en réalité, jusqu'en 2012, il y avait un consensus très clair entre les partis de gouvernement de droite et de gauche, où finalement, ces deux-là représentaient une majorité dans la population. Donc, on pouvait s'écharper sur telle ou telle broutille, mais en réalité, une grande majorité de la population française, à ce moment-là, soutenait ces idées qui étaient peu ou prou les mêmes, en tout cas sur le plan économique. Et ce qu'on voit là maintenant, c'est qu'en l'espace de 10 ans seulement, eh bien, ce discours dominant est totalement minoritaire maintenant dans la population, et c'est pour ça qu'en fait, on a un Emmanuel Macron qui est rejeté par 70% des Français. Et voilà, donc le livre que j'ai écrit, il vise à expliquer toutes ces causes, à la fois sur le discours économique qui nous est vendu et qui n'a ni queue ni tête et qui vise uniquement à justifier les inégalités, mais qui produit 2 problèmes. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même, on conjugue une répartition des richesses très inégale, mais avec également un déclin de la richesse du pays. C'est-à-dire qu'en ayant cassé l'appareil industriel du pays, on s'est considérablement appauvri. C'est-à-dire qu'en fait, les gens d'en haut, finalement, en plus d'être incompétentes et de ne pas avoir réussi à maintenir la prospérité de la France, s'appliquent maintenant à faire payer l'addition à tous les autres. C'est-à-dire que c'est aux autres de prendre les pertes, en fait. Et eux, ils continuent d'amasser. Donc voilà, il y a cette analyse sur l'économie, en lien évidemment avec, c'est le 2e chapitre, mais sur l'Union européenne, parce que ce sont des mécanismes institutionnels, l'euro et le libre-échange consacrés par l'Union européenne qui nous enferment en fait dans une certaine politique économique, donc inégalitaire, austéritaire, etc.
Et puis une analyse aussi du coup ce que j'avais appelé les gardiens de prison, c'est-à-dire les médias, et puis l'État qui aujourd'hui est colonisé de toute façon par les puissances d'argent, à travers les lobbies, mais pas seulement, à travers la connivence entre la haute fonction publique et les grandes entreprises françaises. Et tout ça est en train de nous emmener dans le mur. Et je pense que c'est fondamental, et c'était l'objectif de ce livre, de créer une compréhension commune dans la population. Moi, je suis persuadé que le point fondamental pour obtenir un basculement, une révolution politique, on l'appelle comme on veut, c'est créer un niveau de conscience suffisant. C'est-à-dire qu'il faut que les gens augmentent leur niveau de connaissance, comprennent les raisons pour lesquelles on en est là. Et ça passe inévitablement par là, parce que sinon, si on fait une révolution sans avoir compris les causes, demain, on va se retrouver avec le premier dictateur venu ou un autre pouvoir politique, mais qui sera aussi brutal et inégalitaire que le précédent. Donc, on ne peut pas s'exonérer de ce travail-là. Et ça, c'est un travail individuel où chacun doit faire sa part. Et pour être un peu provocateur, je vois beaucoup de gens qui sont capables, quand ils achètent leur ordinateur, de passer des après-midi entiers à réfléchir et à se renseigner sur la puissance de l'ordinateur, la carte graphique, est-ce que c'est tant de gigabits de je sais pas quoi, de mégaoctets, de gigaoctets du disque dur, et la puissance du processeur, et la dernière technologie de la puce, etc. Ok. Et tu fais quoi comme travail quand il s'agit d'aller voter aux élections ? Tu as travaillé en amont ? Tu as simplement lu le prospectus ? Si tu lis les programmes des politiques, évidemment, qui sont envoyés dans la boîte aux lettres, comme ils te promettent tous des choses agréables pour ta vie, forcément, tu ne sais pas décider. Donc, il faut évidemment avoir travaillé en amont. Et finalement, je vois en gros que les gens sont beaucoup plus disposés à se renseigner quand il s'agit d'acheter des biens de consommation, mais le font beaucoup moins quand il s'agit de s'informer sur la politique. Alors, je ne leur jette pas entièrement la pierre, parce qu'on a évidemment un système de l'information qui est totalement défaillant, et c'est ce système-là qui devrait en principe rendre accessible l'analyse et la compréhension du monde aux citoyens. Mais du coup, à un moment donné, quand on n'est pas content, et il y a quand même beaucoup de pas contents aujourd'hui dans le pays, il faut faire le travail par soi-même. Une fois qu'on a compris que ce n'est plus les institutions qui sont à notre service, si on veut les changer, il va falloir travailler par nous-mêmes. Oui, il va falloir s'y coller. Il y a d'un côté les classes populaires défavorisées, les gens normaux qui aspirent à une vie simple avec des relations apaisées, les gentils, quoi. Et de l'autre, les ultra-riches et les technocrates à leur service, les transhumanistes qui vont nous esclavagiser jusqu'à la fin des temps. Et puis il y a les habitants de la Terre du Milieu. Je me demande ce que font ces gens. Je me demande si ces classes moyennes supérieures qui ont tout misé sur le capitalisme, sans même imaginer qu'il puisse exister d'autres voies, ceux-là même qui ont construit leur existence en vue d'obtenir une reconnaissance sociale dont ils ne sont jamais rassasiés, un confort matériel et financier qui leur permet de prendre des vacances aux Maldives ou aux Seychelles en hiver, ces hommes et ces femmes vont-ils se rendre compte qu'ils seront eux aussi les dindons de la farce ? Les inégalités grandissantes au sein de nos structures sociales nous emmènent-elles vers un crédit social à l'occidental ? Alors, il y a deux grandes dynamiques en fait qui s'affrontent, et effectivement, j'ai pas d'idée sur quelle dynamique va gagner. Il y a une dynamique effectivement de progrès technologique et qui permet en gros aux institutions une capacité de surveillance et de contrôle de la population comme jamais dans l'histoire. Ce qui fait que le risque d'un nouveau totalitarisme, évidemment, il est présent, mais il ne prendrait pas la même forme que le totalitarisme qu'on a connu au XXe siècle, c'est-à-dire le fascisme. Le fascisme ou évidemment le nazisme. C'est-à-dire les bruits de bottes et les exécutions sommaires, quoi, pour résumer les choses simplement, un peu rapidement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'aurait plus besoin d'exposer quelque chose d'aussi brutal. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques, effectivement, de contrôler les pensées, les idées des gens, tout simplement, en les traquant sur les réseaux sociaux, en traquant via leur carte bancaire, leurs achats, etc. On peut savoir où ils sont et on peut savoir ce qu'ils pensent. Donc, on pourrait très bien imaginer demain qu'il y ait un crédit social à la chinoise
qui soit mis en place dans nos sociétés occidentales. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif. Mais quand on voit déjà le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales qui ont été portées en quelques années seulement, au droit de grève, au droit de manifester, à la liberté d'expression, enfin toutes les libertés les plus essentielles pour qu'une démocratie puisse fonctionner, au sens où l'exercice de ces libertés permettre de l'expression des intérêts et des avis contradictoires dans la société, pour permettre par le processus sélectif ensuite de trancher ces contradictions, c'est à ça qu'elles servent en fait les libertés fondamentales. Sauf que forcément, si vous portez atteinte à ces libertés, alors les avis et les intérêts contradictoires ne vont plus s'exprimer dans le débat public. Vous n'avez donc qu'une seule pensée, qu'un seul discours dominant, et donc le processus électoral est totalement vicié, avec évidemment des candidats qui sont choisis par le système médiatique qui est détenu par les milliardaires, et donc on se retrouve avec des gens, un choix en fait totalement limité de candidats, où on a envie de voter pour personne. Bah oui, évidemment, puisqu'en amont, tout a été fait pour que les gens qu'on nous présente au suffrage soient pas dangereux et veulent rien changer au système qui profite aux plus riches. Donc voilà, la boucle est bouclée. Maintenant, il y a du coup cette dynamique à comprendre intrinsèque, c'est que c'est bien parce qu'on a un système de plus en plus inégalitaire qu'il y a une insatisfaction grandissante qui s'exprime dans la société, et donc une réaction des élites qui vient limiter les libertés et qui bascule dans l'autoritarisme pour étouffer la contestation. C'est le néolibéralisme, c'est-à-dire un système très inégalitaire au service des plus riches, qui est en train de tuer la liberté. Par définition, parce que ce système ne peut qu'engendrer de l'insatisfaction grandissante dans la population, et en retour, les élites s'accrochent à leur pouvoir et donc basculent dans l'autoritarisme. Donc en fait, des inégalités créent nécessairement un autoritarisme. En fait, c'est obligatoire. Ça me paraît normal. Mais après, quelle dynamique gagnera entre cet autoritarisme des institutions qui ne fait que s'accentuer, et de l'autre côté, l'insatisfaction grandissante des gens qui rejettent petit à petit les institutions, qui petit à petit sortent des dogmes qu'on leur a vendus depuis des années et des années. Suspense. On va approfondir maintenant un peu la question de la technologisation de nos sociétés, car c'est un point qui me semble crucial. Plus que jamais, la technologie est dangereuse. Science sans conscience est ruine de l'âme, et il va falloir être vigilant car notre liberté est en jeu. Les élites financières dépendent encore un peu des travailleurs, mais bientôt elles pourront s'en passer, et ça deviendra compliqué pour les grévistes de couper l'électricité à la permanence de Renaissance quand celle-ci sera gérée par une IA. Alors, je suis vraiment pas spécialiste de la question, mais je dirais qu'on en parlait tout à l'heure, la technologie est ce qui permet aujourd'hui aux élites de pouvoir créer en gros le monde que décrivait George Orwell dans 1984, quoi. La possibilité de surveillance générale de la population. Donc c'est un grand risque de basculer vers le totalitarisme grâce à cette technologie. Et en fait, plus profondément, je pense que le problème auquel notre civilisation et peut-être même l'humanité tout entière est confrontée, tout entière en tout cas pour tous les pays développés, c'est qu'on a acquis beaucoup trop de technologie, alors qu'on n'a pas progressé d'un iota au niveau de la sagesse. On a tellement peu de sagesse, et on dispose de l'arme nucléaire, quoi. Enfin, c'est juste sidérant. C'est-à-dire qu'on a les mêmes instincts primaires qu'il y a des centaines, des milliers d'années, mais sauf que avant, quand l'instinct primaire, il s'exprimait avec un duel au bâton, maintenant, c'est une bombe atomique. C'est vertigineux, et c'est ça, effectivement, c'est assez terrifiant. Et en plus, la technologie, je pense, ajoute au problème de la sagesse. C'est-à-dire que c'est plus on a de technologie, moins on est porté à devenir sage. Parce que plus on a de technologie, plus on baigne dans le confort matériel. Donc, moins on vit la douleur, moins on vit les épreuves, moins on voit les obstacles. Et moins on se confronte, en fait, à des épreuves et des obstacles, moins on est poussé
à se remettre en question et donc à devenir plus sage. Donc c'est un peu ça le drame en fait, où on a l'impression d'être pris dans une dynamique où effectivement le confort matériel et grâce à la technologie qui n'a cessé de progresser dans une proportion absolument fulgurante ces dernières années, elle nous conduit à de moins en moins de sagesse en fait. Donc oui, ça pour le coup, ça donne pas beaucoup de raisons d'espérer, mais peut-être, qui sait, justement, il y a quand même beaucoup de gens dont la conscience se réveille, qui voient quand même les anomalies de ce monde et de son fonctionnement, et peut-être qu'à un moment ou à un autre, ces personnes-là réussiront à faire éclater la vérité, à faire prendre conscience aux gens que ça ne va pas, et elles seront aidées, ces gens-là, par le contexte qui va empirer les conditions de vie des gens. Donc voilà, on est au carrefour aujourd'hui de ces deux dynamiques entre d'un côté je dirais deux axes, ce qu'on peut définir comme deux axes politiques, c'est-à-dire inégalitaire et autoritaire, qui ne cesse, ce système inégalitaire et inégalitaire autoritaire qui ne cesse de progresser dans ces voies-là. Et puis de l'autre, du coup, des gens dont les conditions de vie et les épreuves qu'ils rencontrent de plus en plus amènent à élever leur niveau de conscience et à s'interroger et donc à devenir un peu plus sage. Il est évident que quand vous êtes pris dans le système libéral et son imaginaire, du coup, votre personne est très très importante. Vous avez un ego énorme parce que vous êtes le centre du monde. Et donc, quand vous êtes le centre du monde, vous n'avez pas envie de mourir. Donc, la technologie, si elle peut vous permettre de vivre 1000 ans, vous allez vous jeter dessus. Et en fait, vous voulez combattre la mort, vous voulez devenir immortel. Donc, vous êtes pris de toute façon dans une volonté de contrôle sur vous-même et sur la vie, sur la nature. Voilà, et ces gens pensent que la science doit permettre de dominer la nature. Alors, dans un certain sens, oui, ça a été très bénéfique. Pour nous, le confort matériel qu'on a quand même, c'est parce qu'on a réussi à dominer la nature, à s'en servir, etc., à notre avantage. Mais comme partout, il y a des limites. Il y a des limites et il y a des limites qui sont pas morales, qui sont juste, comment dirais-je, qui tiennent à quelle est votre intention profonde. Si vous le faites pour vous, alors ça, égoïstement, ça me paraît très dangereux parce que vous allez créer de la souffrance contre la nature ou contre les autres êtres humains. Si au moins vous voyez la nécessité de se mettre en lien, de préserver la nature et de vivre en harmonie avec les autres êtres humains, alors là, vous avez quand même plus de chances d'aller dans le bon sens. Ce qui se passe ici, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est absolument admirable. Et je pense que c'est le modèle réduit du conflit gagnant. Quand on commence à s'intéresser à la politique et qu'on examine les propositions qui nous sont faites, on commence à se rendre compte que la pensée qu'on pourrait qualifier de droite est assez pauvre. Je dirais même qu'elle est assez triste, voire même dépressive ou cynique. J'ai pas tout lu, mais je suis pas tombé sur une vision engageante, excitante pour l'humanité. En revanche, si vous écoutez ou vous lisez Bernard Friot, Frédéric Lordon, François Bégodeau, là on s'amuse, là on frétille, on pense, on projette du collectif, et là c'est joyeux. Mais en fait, la réflexion pour défendre le discours dominant, elle est inexistante. C'est entièrement un discours construit sur des symboles et des dogmes. Il n'y a aucun argument rationnel qui tient la route. Il n'y en a aucun. Donc, j'ai été à titre personnel assez sidéré. Moi-même qui croyais à certains de ces dogmes, quand petit à petit on commence à avoir une méthode et une analyse rationnelle des choses, on se dit, mais en fait, ça ne tient pas. Quand ils nous expliquent, mais les milliardaires, ils créent des emplois. D'accord. Donc votre argument, c'est ça. C'est les milliardaires créent des emplois, donc c'est super qu'il y ait des milliardaires. D'accord. Moi, j'ai quand même quelques autres arguments à vous dire pourquoi les milliardaires, en fait, c'est fini.
On ne peut pas, dans une société saine, avoir des milliardaires. Donc, premièrement, déjà, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que ces gens-là gagnent beaucoup trop d'argent, l'épargne, et quand on épargne de l'argent, on ne le fait plus circuler dans l'économie. Donc, c'est autant d'argent qui est privé à tout le reste de la population. Donc, merci, les services publics s'affaissent, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, donc n'ont pas de capacité, en fait, simplement à vivre et à assouvir leurs besoins essentiels. Et même ont avec la case des systèmes de protection sociaux, que ce soit retraite ou assurance chômage, on crée de l'insécurité économique. Et l'insécurité économique, c'est de la violence psychologique pour les gens au quotidien. Quand on se demande comment on va payer ses factures ou comment on va se loger, ça, c'est très violent à éprouver au quotidien. Bon. Donc déjà, sur l'aspect économique, les milliardaires sont des parasites. Sur l'aspect démocratique, mais on nous a fait croire qu'on pouvait faire coexister la démocratie et les milliardaires. C'est impossible, parce qu'en fait, derrière la masse d'argent qu'ils accumulent, c'est surtout du pouvoir d'influence. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils captent en fait les institutions de la puissance publique. Et ils le font comment ? Ils le font à travers les médias qu'ils détiennent. Parce qu'ils ne sont pas philanthropes, ces gens-là. C'est bizarre, ils détiennent des médias qui perdent de l'argent. Pourquoi le font-ils ? Si ce n'est pour avoir une capacité d'influence sur l'opinion publique, donc pour contrôler assez largement le processus électoral, en tout cas avoir une influence déterminante pour s'arranger qu'à chaque fois, ce soit l'un de leurs candidats qui soit élu. Et puis on fait du lobbying, de toute façon dans les instances étatiques, quand il y a un projet de loi qui va contre ses intérêts, etc. Donc bref, il ne peut pas y avoir de démocratie au sens noble, c'est-à-dire un pouvoir qui est au service des citoyens, du peuple, avec des milliardaires. Parce que quand on est milliardaire, on a trop de pouvoir. Donc, nécessairement, on va capter les institutions qui sont censées servir le bien commun. Et on va arriver à détourner les institutions de leur mission. Et puis, il y a un aspect psychologique aussi, c'est que ces gens-là, ce sont des fous. Ce sont des fous. C'est-à-dire que c'est quand même admis, le bon sens voit bien que l'homme n'est pas fait pour ne pas connaître de limites. Il y a toujours des limites. Et tout excès est toujours nuisible. On sait que si je mange trop ou si je bois trop, c'est nuisible. Du sport, c'est bien. Trop de sport, c'est nuisible. Tout est comme ça. Tout est toujours une question de mesure. Et donc, il y aurait un domaine qui, par miracle, échapperait à cette règle universelle du sens de la mesure, de l'équilibre, des proportions, de la dose. Ce serait l'accumulation des richesses. Ben non, ça ne peut pas y échapper. Et en fait, on a des gens, quand je dis ils sont fous, c'est que ils sont victimes de leur logique qui est de poursuivre l'accumulation des richesses. C'est-à-dire qu'ils s'identifient au bout d'un moment, ils identifient leur valeur à leur processus d'accumulation de richesses, ils sont en compétition avec des gens qui pensent pareil qu'eux, et donc en fait, pathologiquement, ils sont en train d'essayer d'accumuler. Pourquoi ? Pour qui ? Enfin, tout ça n'a strictement aucun sens. Donc en fait, on pourrait même dire qu'il faut supprimer les milliardaires pour leur bien, en fait, pour leur santé mentale. Donc, je veux dire, à tout point de vue, ce discours de défense des milliardaires, il ne tient pas la route 2 secondes. Et là, j'ai donné quelques arguments simplement, mais il y en aurait 1000 autres à donner. Et pourtant, dans l'espace public, on n'entend que des discours de défense des milliardaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des comportements de courtisans. Tous ces gens qui défendent les milliardaires sont des gens qui dépendent d'une manière ou d'une autre du système en place, dont instinctivement, ils savent qu'il est le fruit des milliardaires. Et donc, évidemment, en gros, on ne va pas mordre la main qui nous nourrit. Voilà, tout simplement. Mais ça n'est que des réflexes tribaux, une défense ou une défense de ses propres intérêts, certainement pas l'expression d'une conviction basée sur des arguments rationnels et une démonstration logique qui a conduit à défendre les milliardaires, parce que des milliardaires, ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie plus, et évidemment, j'aurais pu parler de l'aspect écologique, où forcément, ne pouvant plus viser une croissance infinie dans un monde qui a des ressources limitées, il va bien falloir, à un moment donné, arrêter de se dire qu'il faut augmenter le gâteau, et que la solution va plutôt être de répartir le gâteau différemment. Donc voilà, peu importe par quel bout on prend le sujet, la vache dans le couloir du problème politique qui se pose à nos sociétés actuelles, parce que c'est pas qu'en France, c'est qu'il y a des gens qui ont accumulé beaucoup trop de richesses et qu'il faut qu'on en revienne à une mesure beaucoup plus souhaitable. Moi, je suis pour les inégalités, hein. Je suis pour les inégalités. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus intelligents, plus courageux, plus travailleurs, plus machin, et que l'homme surtout a besoin de se différencier. On peut pas. C'est un instrument pour opérer la médiation de la violence
dans la société et je veux dire, qui est inhérente à l'humanité. C'est obligatoire. Donc, ok, ayons des différences de rémunération, de revenus, donc des inégalités. Mais simplement, posons une règle de proportion dans les inégalités. Et je pense, par exemple, moi, qu'en France, en tout cas, on pourrait mettre, et je crois que la plupart des gens seraient d'accord, mettons un rapport de 1 à 20. C'est-à-dire que si le salaire le plus bas, c'est 1 500 € par mois, le salaire le plus haut, le revenu plus haut, toutes sources de revenus confondues, que ce soit par votre travail, parce que vous avez des biens immobiliers, des machins, toutes sources de revenus confondues, maximum 30 000. Ça va aller avec 30 000 € par mois. Vous allez pouvoir avoir une vie quand même assez luxueuse, je pense. Ça va vous permettre quand même de voyager, d'avoir une très belle maison, d'acheter la voiture que vous voulez. Bon, ça va, vous avez vraiment besoin de plus? Non, je pense 30 000 € par mois pour vraiment les personnes qui gagnent le plus. Et puis comme ça, après, il y a ceux qui n'auront pas de recherche de sens plus profond et de quête un peu altruiste. Et s'ils arrivent à 30 000 € par mois, ils auront fini le jeu. Donc ils profiteront, ils se divertiront. Très bien. Voilà, au moins tout ce qui dépasse, ce sera pour la communauté, pour le bien commun, par l'État qui prendrait par l'impôt et donc qui reverserait au service public. Et puis peut-être qu'il y a aussi d'autres gens que ça libérera de la compétition acharnée dans laquelle ils sont et qui, eux, se diront maintenant que j'ai fini le jeu, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres ? Ça me paraît quand même être une ambition un peu plus noble et puis en tout cas beaucoup plus profitable au bien commun et à l'intérêt général. Donc voilà, pour moi, s'il y avait une règle à poser et une règle dont il faut convaincre les gens de la pertinence et de la justesse, c'est ce rapport de 1 à 20 dans les revenus. Et on pourrait évidemment aussi fixer une limite sur les patrimoines. Alors là, je n'ai pas encore fait toutes les études, mais bon, il me semble qu'autour de 12 ou 20 millions d'euros de patrimoine maximum, ce serait peut-être pas mal. Voilà, ça va aller. Quand on a un patrimoine comme ça, je pense que ça va aller. Mais déjà, peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait encore plus réduire. J'en sais rien. Mais je me dis que si déjà on faisait ça, là, on gommerait les anomalies complètement exorbitantes qu'on connaît aujourd'hui. Et avec ces proportions-là, a priori, sur un simple pur calcul rationnel d'intérêt, on est 99,9% des gens à avoir intérêt à ça. Puisqu'il y a 99,9% des gens qui ne gagnent pas 30 000 € par mois, qui gagnent moins et qui n'ont pas 12 millions d'euros de patrimoine. Donc, sauf les 0,1 ou 0,01%, tous les autres, en principe, ils ont un intérêt à être d'accord avec ça parce que ça va nécessairement leur profiter. Prenons quelques exemples triviaux pour finir. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Je conclus. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Elder Camara,
évêque catholique brésilien, connu pour sa lutte contre la pauvreté dans son diocèse et dans le monde, né en 1909, mort en 1999. Disons que, évidemment, le discours est toujours le même, c'est du côté des bourgeois, des élites, ou des gens, en tout cas, puisque c'est ça le critère, les gens pour qui ça va bien et donc qui défendent le statu quo. En fait, fondamentalement, c'est ça. Il y a les gens qui défendent le statu quo, puis il y a les gens qui disent non, ras-le-bol, ce système il est injuste, il faut le changer. Et donc les gens qui défendent le statu quo vont toujours évidemment dénoncer la violence de ceux qui veulent changer le système. Pas seulement parce qu'il y a de la violence en soi, mais parce qu'ils ont bien compris que cette violence-là, elle est soutenue par un message politique qui vise à changer le système. Donc moi, je pense que ces gens portent une appréciation qui est juste totalement biaisée. En fait, ils sont juste en train de défendre leurs intérêts. C'est comme quand ils défendent la liberté. Non, vous défendez votre égoïsme, votre droit à être égoïste. Quand vous dites « Ah, mais que faites-vous de la liberté ? Les impôts sont confiscatoires. » Non, c'est pas la liberté que vous défendez. C'est votre égoïsme que vous défendez. Juste vos bas intérêts matériels que vous êtes en train de défendre. Et malheureusement, la plupart de ces gens-là sont incapables de penser contre eux-mêmes, et au moins d'avoir le recul pour se rendre compte qu'en fait, ils défendent juste leur égoïsme, parce qu'à la limite, ils pourraient le faire en conscience, mais ils ne le font même pas consciemment, je pense. Et évidemment, donc, on a ce triptyque, effectivement, d'une violence institutionnelle, je veux dire économique et sociale avant tout, qui pousse les gens au désespoir et en tout cas qui ne leur permet pas de vivre une vie sereine et de connaître le bonheur, parce que quand vous êtes toujours sous la menace donc, de ne plus pouvoir satisfaire juste à vos besoins primaires, c'est de ça dont on parle, pouvoir se loger, se nourrir, éduquer ses enfants, etc., c'est les besoins primaires auxquels que tout le monde devrait pouvoir assouvir. Je veux dire, c'est quand même la base. Vous créez au bout d'un moment une insatisfaction suffisamment grande pour que ces gens-là se révoltent, et en réponse, les institutions évidemment vont utiliser la violence d'État à travers la police et les instructions qu'on va donner aux forces de l'ordre. C'est assez classique, c'est un schéma qui s'est toujours répété dans l'histoire. Je suis toujours... réservé dès lors que justement on va focaliser le débat sur les affrontements entre manifestants et policiers. Pour moi, fondamentalement, ce sont des gens qui sont de la même classe sociale, qui ont les mêmes intérêts. Donc le but, c'est pas de les opposer entre eux. Et tous ces débats-là, en fait, ne peuvent que nous emmener dans des impasses. Parce que la seule solution, c'est de parler de la première violence économique et sociale créée par les institutions, donc par les règles qu'on s'est données de répartition des richesses et de systèmes de protection sociaux, de niveau de service public. Si on crée un système juste et équitable pour tout le monde, alors il n'y a plus de violence dans la société. Si ce n'est des violences marginales, mais on n'a plus de mouvements sociaux collectifs qui vont vouloir une rupture et donc qui vont devoir être violents pour se faire entendre. Parce qu'évidemment, en fait, c'est ça, c'est que comme les élites économiques se sont accaparées le pouvoir et qu'elles n'ont strictement aucun intérêt à le rendre parce que le système leur profite, on n'a pas du tout envie d'entendre les idées de ceux qui veulent changer les choses. Et en fait, fondamentalement, ce qui s'exprime à travers tous les débats sur la violence, c'est ça. C'est juste cette distinction entre les gens qui défendent le statu quo. Et alors, ils peuvent prendre diverses formes. Vous avez des plus conservateurs assumés qui vont défendre la conservation sur tout, c'est-à-dire à la fois sur le plan culturel et économique. Mais vous avez aussi, et Macron l'incarnait parfaitement, ce progressisme libéral, etc., où en fait on va prendre des postures morales sur tel ou tel sujet de défense des minorités, etc. Et pourquoi pas, moi je veux dire, j'ai pas de problème avec ça particulièrement. Le but étant toujours d'éviter la souffrance des gens, en fait. C'est quand même ça la finalité. C'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas le moins de souffrance possible. Mais en revanche, sur l'aspect économique, il va être très très conservateur et défendre une politique inégalitaire. Donc, ce qu'il faut toujours regarder en fait derrière les avis qui s'expriment, c'est au final, la personne est-elle d'accord pour qu'il y ait un système plus égalitaire, pour qu'il y ait une répartition des richesses plus équitable ? Et si ce n'est pas le cas, vous avez affaire soit à un conservateur assumé, soit à un révolutionnaire qui est un imposteur, ou un progressiste qui est un imposteur. Fondamentalement, c'est la question du système économique et de la répartition des richesses qui décide
qui détermine si vous êtes authentiquement pour le bien commun et le droit à chacun de vivre une vie digne et avec un droit d'accès au bonheur, ou est-ce que vous êtes fondamentalement un égoïste qui ne pense qu'à lui-même et qui se dit pour moi après tout ça va bien et donc continuons comme ça et puis les autres je m'en moque éperdument. Allez, on va poursuivre avec les citations. En voici donc une deuxième. D'ailleurs, celui qui trouve son auteur et le poste en commentaire sur YouTube gagne un resto avec Stéphane. Stéphane, c'est mon ami et accessoirement réalisateur de ce podcast. Ok, bon, je ne l'ai pas prévenu, mais il aura l'info au montage. Alors, les politiciens ne sont pas incompétents, ils sont intelligents et corrompus. Ils font leur job parfaitement contre l'intérêt général et pour les riches qui les ont portés au pouvoir. Précisément pour ça. Dire qu'ils sont incompétents empêche de diagnostiquer la trahison. Vous avez trouvé ? Je dirais que je vois très bien ce débat et cette discussion. Elle n'est pas déterminante. Qu'on pense que ce soit des incompétents ou des escrocs, ça ne change pas la donne. Dans tous les cas, ils produisent les décisions injustes. Et donc, voilà, le diagnostic n'est pas... et on sait, ils produisent des décisions injustes, ils ne nous écoutent pas, on est obligé de mener un rapport de force. Je veux dire, les conclusions sont les mêmes. Donc, ce n'est pas déterminant. Après, on pourrait pousser un peu plus loin et pour comprendre, peut-être le livre qui m'a permis le mieux de comprendre, en fait, est-ce qu'elles sont incompétentes ou corrompues ? C'est un livre qui s'appelle « Le clan des seigneurs », qui a été écrit par Paul-Antoine Martin, et qui en fait a côtoyé la haute fonction publique pendant plusieurs années. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, il a décrit de manière assez subtile et plus nuancée que simplement incompétent ou corrompu, le fonctionnement de ces élites. En fait, évidemment, ces gens-là sont recrutés sur des critères de capacité intellectuelle, de capacité de mémoire, de capacité de synthèse. Enfin, ils ont manifestement des facultés cognitives, intellectuelles. Mais c'est pas ça l'intelligence. C'est pas ça qui va faire leurs compétences. Ce qui va ensuite déterminer si ce sont des gens compétents et qui prennent des bonnes décisions, des décisions justes et intelligentes, c'est quel but servent-ils ? Quelles ambitions, même personnelles, servent-ils ? Est-ce qu'ils ont une recherche de sens et de donner à leur action une mission de service de l'intérêt général, de l'intérêt commun, du bien commun ? Ou est-ce que ces gens-là poursuivent des intérêts médiocres d'accumulation de richesses, de notoriété, de pouvoir, de domination sur les autres ? Et en fait, malheureusement, dans le processus de sélection de nos élites, on s'est retrouvé à sélectionner beaucoup de gens, en majorité, pendant peut-être ces 30 ou 40 dernières années, qui avaient bien moins le souci de l'intérêt général et du bien commun et d'une quête de sens personnel même, que de gens très conformistes qui ont suivi en fait les objectifs qui nous sont brandis dans le discours dominant et qui sont voilà, une quête de matériel médiocre, de gain d'argent, de reconnaissance, de carrière. Et quand on se retrouve avec des gens qui ont autant de pouvoir mais qui poursuivent des buts aussi peu nobles, ça donne ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire des gens qui en fait, du coup, ne sont pas vraiment intéressés par un travail intellectuel, n'ont pas une vraie curiosité à comprendre l'histoire, à comprendre les grandes théories philosophiques, etc., pour essayer ensuite de les appliquer dans le réel et de construire un monde plus juste. Ils n'ont pas cette vision-là. Le monde plus juste, ça ne les intéresse pas, en fait. C'est même pas dans leur paradigme, c'est même pas dans leur perception du monde. La plupart de ces gens, ils recherchent tout simplement, encore une fois, de la notoriété, du pouvoir, le bon poste, etc. Donc ils sont très intelligents, mais simplement leur intelligence, ils la mettent au service d'ambitions complètement nulles. Et donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont même pas conscients en fait des méfaits qu'ils font dans la société. Ils sont juste centrés sur eux-mêmes et sur leur petite quête personnelle avec des ambitions nulles, encore une fois. Voilà. Et je veux dire, ces gens-là, en fait, on les croise aussi dans la vie de tous les jours. Donc,
il faut bien se dire qu'en fait, c'est juste des gens qu'on voit dans la vie de tous les jours. On se dit, lui, dis donc, il pense qu'au pognon ou il pense qu'à avoir de la notoriété. En fait, on a les mêmes dans les élites. Voilà, simplement, elles ont plus de pouvoir, peut-être plus d'intelligence, mais en fait, dans leur psyché, il n'y a que ça. Et donc, il n'y a pas de grand plan pour dominer, pour je sais pas quoi, etc. Non, parce qu'ils ne mettent pas leur intelligence à ce service-là. Et en fait, il suffit d'aller discuter. Alors, je n'ai pas rencontré beaucoup de hauts fonctionnaires, mais des politiques. Mais ces gens-là ne lisent pas. Ils lisent jamais. Ils n'ont aucune connaissance. Le niveau de culture générale aujourd'hui des députés, je parle en particulier des députés macronistes, mais il est affligeant. Je me suis vu à certaines occasions essayer d'expliquer pourquoi leur réforme de l'ISF, ça ne marcherait pas. Ça ne pouvait pas marcher. C'est-à-dire, mécaniquement, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas créer de l'investissement dans les entreprises. Ça ne pouvait faire que produire l'inverse. Alors, je vous épargne la démonstration, mais elle n'était pas très compliquée à comprendre. Il y a plusieurs députés, à chaque fois, qui me disaient « Je n'ai pas compris votre raisonnement ». C'est eux qui ont voté la loi, c'est eux qui sont censés le comprendre. Et de fait, il y a eu des rapports ensuite de France Stratégie qui ont expliqué que la réforme du SF n'avait absolument pas permis d'augmenter les investissements dans les entreprises, et au contraire même, les investissements, comme je l'avais anticipé, mais c'était pas quelque chose de difficile à comprendre encore une fois, les investissements dans les TPE-PME ont chuté avec la réforme de l'ISF. Ils ne comprenaient pas. Ok, on va peut-être revenir à ma prospective, parce que je suis là pour grappiller quelques idées aussi, pour écrire mon podcast du futur. Je vous le rappelle, ça se passe en 2096, Calreco, c'est mon héros. Et je voulais vous parler des rois clandestins de Georges Simmel. C'est un philosophe et sociologue allemand du 19e. Est-ce qu'il y aurait des valeurs souterraines, des valeurs de partage, une vision collective, peut-être l'envie de renouer avec le corps, le charnel, dans un rapport humain plus simple, plus direct, bienveillant, non conditionné par la technologie? Est-ce que ces valeurs vont émerger et s'inscrire dans le réel, dans une volonté d'aller vers une humanité plus juste? Moi, je suis idéaliste. Alors, idéaliste, ça n'est pas un rêveur, c'est quelqu'un qui pense que l'esprit vient avant la matière et que penser le futur avec confiance et espérance contribue à faire naître le bon, le doux, le juste dans le réel. Je dirais que je pense quand même qu'on va passer par des épreuves extrêmement douloureuses. Je pense vraiment qu'on va vivre, on va rencontrer des problèmes comme on n'en a pas rencontré depuis la Seconde Guerre mondiale. On a quand même vécu là une parenthèse enchantée de paix et de prospérité que peu de générations avant nous avaient connue. Donc on a eu énormément de chance. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même plus la guerre et la famine que la prospérité et le confort dont on a bénéficié. Donc je crains qu'on vive des moments très douloureux. On a aujourd'hui une guerre qui n'est pas seulement à nos portes, qui est une guerre qui déjà produit des conséquences économiques et sociales dans nos pays, avec l'inflation, la réfraction du coût des matières premières, parce que le gaz, je ne rentre pas dans le détail, mais ça produit déjà des choses. Cette guerre risque de durer, elle pourrait empirer aussi. On n'est qu'au début. La Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, ça ne se fait pas en 3 mois. Ça prend quand même des mois et on rentre dans une escalade qui, à la fin, produit ces atrocités humaines. Donc, il faut rester méfiant par rapport à ce contexte-là. Et quand on ajoute à ça un monde qui, jusqu'alors, était plutôt en expansion, on ne s'était pas heurté aux limites de l'accès aux ressources. Mais où là ça se retourne, que ce soit pour le pétrole mais ou d'autres matières premières, vu le peu de niveau de sagesse qu'on a actuellement à la tête des différentes nations, je parle au niveau des institutions, oui, il y a quand même beaucoup de raisons d'être très inquiet sur ce qui pourrait se passer. Et je pense que malheureusement, on ne fera pas l'économie d'épreuves très douloureuses. Maintenant, évidemment, si on s'en tient là, on a un discours très désespérant et très déprimant, et puis à quoi bon lutter, quoi, autant rester chez soi et puis tant pis. Mais je pense que de toute façon,
l'homme est ainsi fait qu'il ne peut pas avancer sans espoir, sans espérance. Et pour garder cet enthousiasme, il faut donc avoir l'humilité de se dire qu'on ne peut jamais tout prévoir. Et nous sommes de toute façon chacun acteurs de ce qui va se passer. Tous responsables individuellement de ce qui va se passer. Alors je ne suis pas responsable pour les autres, mais je suis responsable déjà de ce que moi je fais et je produis dans le monde. Donc à chacun de faire sa part, à chacun d'agir à son niveau pour essayer d'être le plus bienveillant possible autour de soi, le plus compréhensif possible, le plus tolérant, et puis également de comprendre le monde et de me comprendre moi-même. Voilà, tout ça, ce sont comprendre, changer le monde et se changer soi-même, c'est les deux faces d'une même pièce, et il faut au moins faire sa part. Voilà, avec l'idée que ce que chacun fera individuellement décidera de ce qui va se passer collectivement. Donc, rien n'est écrit, rien n'est figé. Mais il faut déjà que chacun se remette en cause et fasse sa part. Et bon, pour l'instant, à mon sens, il y a des choses qui se passent, c'est bien, mais on peut encore faire mieux. Moi, le premier. Alors moi, je me demandais naïvement si ça serait peut-être pas le moment d'aller regarder ailleurs, en fait, de construire sans se soucier de ce qui se passe là-haut, puisqu'on ne nous écoute pas, puisque les gouvernements n'ont pas du tout envie d'aller vers plus d'humanité, plus d'écologie, mais vers plus de technologie et surtout vers un chaos qui semble inéluctable. Peut-être que ça serait le moment de construire sans eux. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une solution ? Plutôt que d'alimenter un système et de vouloir y participer à tout prix, pourquoi ne pas en construire un de manière parallèle ? Pour ce qui est de construire à côté, pourquoi pas à titre d'expérience et pour progresser individuellement. Mais là encore, je regrette, je rejoins plutôt les analyses de Frédéric Lordon là-dessus, on ne pourra pas faire l'économie d'institutions nationales. Parce que, en fait, les problématiques qui sont posées à nous nécessitent une coordination de très très grande envergure. Je veux dire, dans des économies telles que les nôtres, qui sont hyper interdépendantes, hyper spécialisées, où on importe énormément de choses et où on a des chaînes de fabrication qui sont... je veux dire, on ne produit pas tout dans une cabane ou même dans une usine. Un bien nécessite de toute une chaîne de fabrication, etc. Et même si on l'organisait sur le territoire national, pour coordonner ça, organiser cette coordination, il faut des institutions nationales. Pour faire fonctionner une monnaie, il faut des institutions nationales. Donc, de toute façon, on ne peut pas s'affranchir d'un appareil d'État. Après, la question, c'est quelles sont les règles de cet État et du coup, est-ce qu'on a des bonnes personnes ou des mauvaises personnes ? C'est-à-dire des personnes compétentes et altruistes ou est-ce qu'on a des imbéciles égoïstes, quoi. Voilà, donc je pense que toute initiative qui va dans le sens d'une expérience humaine, d'une augmentation de sa connaissance, ça ne peut être que bénéfique. Donc, quand les gens créent des collectivités autonomes, des ZAD, voilà, moi, très honnêtement, je suis pas très familier avec ça. Mais je me dis, ok, c'est une expérience et ça peut qu'être enrichissant sur le plan humain pour les gens qui font ça. Et donc, si pour eux, ça passe par là pour s'émanciper et progresser, ben, très bien. Ce qui compte, c'est de progresser dans son cheminement. Mais ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire, aussi intéressant et essentiel que soit cette expérience-là, ça ne sera pas suffisant au sens où, à un moment donné, on devra être suffisamment conscient collectivement pour pouvoir provoquer un basculement des institutions. Et en gros, mettre en place, on le dit comme on veut, mettre en place ou subvertir ou renverser, mais de faire en sorte que l'appareil d'État soit sous le contrôle des citoyens et au service des citoyens. Voilà. Peut-être qu'on a besoin de structures fortes. Peut-être que c'est pas si simple de construire ailleurs. Aussi parce que c'est assez logique, le pouvoir ne laissera pas faire.
On a vu en 2018 une véritable opération militaire pour déloger les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Et que dire des violences policières qui ont lieu face à la contestation contre la réforme des retraites? Alors il va falloir réorganiser les institutions. Par nature, le pouvoir corrompt, ça semble assez clair. Le tirage au sort pourrait-il être une solution? Comment aller vers plus de démocratie? J'ai pas de conviction arrêtée sur les aspects institutionnels. Je trouve les réflexions intéressantes sur le tirage au sort. J'en vois aussi les limites quand même. J'entends, ok, je préfère un ignorant honnête qu'un intelligent corrompu. A priori, voilà, l'élection va m'amener un intelligent corrompu, mais le tirage au sort peut m'amener un ignorant honnête. Bon, l'ignorant honnête, il peut prendre des décisions aussi nuisibles que le corrompu intelligent. Donc, il n'y a pas de système parfait en réalité, et j'en reviens donc qu'à une seule chose, c'est le niveau de connaissance des gens. De fait, vous pouvez faire toutes les institutions que vous voulez. Si les gens de la base n'ont pas de niveau de connaissance suffisant, ils n'ont pas la capacité de contrôler leurs représentants. Peu importe le processus que vous avez décidé, que ce soit le tirage au sort, les élections, etc., vous n'avez pas la capacité de contrôler. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la capacité de contrôler. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez acheter votre télé dans un magasin, si vous n'êtes pas spécialiste des télés, le vendeur, il peut vous raconter ce qu'il veut. Il va vous dire oui, telle technologie, tel machin, tel truc, et vous voyez bien que votre choix, vous le faites quand même un peu au pifomètre, quoi, parce que vous êtes incapable d'évaluer les arguments qu'il vous donne. Bon, au niveau politique, c'est pareil. Vous n'êtes pas capable, dans un monde complexe comme on le connaît aujourd'hui, si vous ne le comprenez pas un minimum, s'il n'y a pas un minimum de base, notamment en économie, vous ne pourrez pas contrôler vos élus. Vous ne pourrez pas contrôler vos représentants. Donc, peu importe les règles qu'on se donne, déjà, à chacun de faire sa part pour comprendre. Alors après, je ne suis pas naïf non plus. Je sais combien c'est compliqué. Je sais que dans un système où on doit travailler au moins 35 heures par semaine, etc., qu'on a des enfants, hein, machin, bon, on n'a pas forcément le temps, l'énergie, disponibilité mentale pour faire tout ce travail. Dans ce cas-là, on est obligé de s'en remettre à une élite éclairée et mettre en place des processus de sélection qui soient beaucoup plus performants qu'actuellement, c'est-à-dire ne pas uniquement se concentrer sur l'intelligence intellectuelle, les facultés intellectuelles de la personne, mais est-ce que cette personne-là a démontré déjà dans son parcours des qualités d'altruisme, de courage et d'éthique dans son parcours. Voilà, déjà, ça pourrait être quelque chose de salutaire. Et puis, c'est pour ça qu'au stade où j'en suis, moi, je me dis, si j'avais une règle à défendre, aujourd'hui, un principe, c'est ce rapport de 1 à 20, c'est-à-dire cette idée des inégalités contenues, parce que si au moins on faisait ça, on changerait tellement de paradigme, ça changerait tellement de choses, que tout le monde ait bien compris que ce serait un crime de dépasser le rapport proportionnel de 1 à 20. Ce serait criminel. Dans la conscience individuelle et collective, les gens sauraient que quand quelqu'un s'accapare plus de richesse que 20 fois le niveau de revenu le plus bas, il est en train d'être extrêmement nuisible à la société et qui crée des morts. Hein. Parce que ça crée du chômage. Le chômage, c'est 10 ou 15 000 morts par an en France, par exemple. Mais on pourrait parler du manque de moyens dans les hôpitaux, et donc combien de morts par le fait du manque de moyens dans les hôpitaux. Bon, et on pourrait décliner ça sur toute une série de sujets. Donc voilà, je me dis au moins cette règle-là, elle est simple à comprendre, on peut tous se fédérer dessus, et celle-là changerait énormément de choses. Énormément. On parle. Il n'est pas rare que les entretiens que nous avons avec nos invités, ou plutôt avec nos hôtes, car c'est nous qui leur rendons visite, il n'est pas rare donc que ces discussions durent parfois 2 heures, parfois plus. On va essayer de ne pas dépasser 1h20, allez 1h30 dans cette série de podcasts. Mais c'est important de laisser ces êtres humains brillants développer leurs pensées. Le contenu supplémentaire qu'on n'aura pas pu diffuser ici sera posté en bonus sur notre plateforme Patreon pour ceux que ça intéresse. Et donc, là, on y est.
la question que je pose à chacune des personnalités que nous rencontrons, nous sommes en 2096, que s'est-il passé depuis les années 20 ? Bon, c'est évidemment très compliqué, quoi. Et je suis pas... j'ai jamais joué au prospectiviste, donc voilà. Je pense, si je m'appuie sur le rapport Meadows, a priori, la population mondiale aura été diminuée par 2. Il est vraisemblable donc qu'il y aura eu des conflits armés assez dévastateurs dans la période. Une augmentation un peu générale de la criminalité, et des conditions de vie, de pauvreté des gens, enfin avec des inégalités qui se seront creusées. Moi, je vois ça pour la période là 2020 à 2050. Il est possible que là, pour les 15, 20, 30 prochaines années, on soit dans cette dynamique vraiment de conflits très forts entre les nations, entre les peuples, entre les États, et qui crée énormément de souffrance. Bon, l'espoir que j'ai, c'est qu'effectivement, peut-être qu'à l'issue de cette période-là, et quand on aura bien détruit beaucoup de choses qui jusqu'alors faisaient notre bonheur, ou qui avaient fait notre bonheur pendant si longtemps, alors sur ces ruines, on sera à nouveau en capacité peut-être de reconstruire. Mais évidemment, le coup près qu'on a aujourd'hui quand on essaie de se projeter, qu'on n'avait jamais eu jusqu'alors, c'est les conditions d'habitabilité de la planète, quoi. Parce que là, on a un truc, jusqu'alors, bon, on se foutait sur la gueule, mais je veux dire, voilà, ça a créé des morts, mais bon, la vie humaine continuait, quoi qu'il arrive. Là, c'est la vie humaine tout entière, et pas seulement qu'humaine d'ailleurs, mais bon, on va parler de manière centrée sur l'espèce humaine. On s'interroge, quoi. Alors, a priori, en 2096, il y aura encore la vie sur Terre, hein, mais dans quelles conditions ce sera peut-être déjà beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et malheureusement, ce problème écologique, il se pose sur des temps très très longs. C'est-à-dire que le réchauffement climatique auquel on assiste là, il ne vient pas de notre production industrielle et nos modes de production et de consommation des 5 dernières années. C'est depuis un siècle et la manière dont on a évolué depuis un siècle qui aboutit à ça aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui fait que c'est très très compliqué d'agir sur ce problème-là. C'est que dans un système où on est totalement centré sur l'immédiateté, etc., dire qu'en gros, il faut qu'on agisse maintenant pour pouvoir, dans peut-être 30 ou 50 ans, produire des effets bénéfiques et amortir le choc et le réchauffement climatique. Bon, un monde où on fait des transactions financières à la nanoseconde par des ordinateurs pour gagner de l'argent, bon, on voit bien que on n'est pas du tout dans cette logique de long terme. Donc oui, si je devais me projeter sur les 20-30 prochaines années, je vois le monde plutôt comme ce film excellent qui était sorti, je crois, en 2005, qui s'appelle Les Fils de l'Homme, Children of Men, et qui décrivait assez bien une société futuriste où finalement il n'y avait rien d'extraordinaire, rien de nouveau, simplement... le réalisateur a poussé les curseurs de tous les problèmes qu'on connaît déjà aujourd'hui et qu'on connaissait déjà en 2005. Il a juste poussé les curseurs plus loin de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et j'avoue que c'est quand on le revoit aujourd'hui, ce film, donc qui a maintenant un peu plus de 15 ans, il est assez déstabilisant parce que on voit qu'on en prend pas mal le chemin en fait. Donc je verrais plus l'avenir du monde comme ça à l'horizon 15, 20, 30 ans. Et après, peut-être, j'espère en tout cas, que la reconstruction sera possible par la suite, qu'on n'aura pas liquidé toutes nos chances sur le plan écologique et qu'on pourra enfin construire une société plus juste, plus harmonieuse. Mais je crois que ça passera par
la condition, ce sera de retrouver du sens et de la sagesse. Et en fait, derrière ces mots-là, pour moi, ça peut renvoyer à quelque chose de très, très, très concret. C'est simplement que chacun se connaisse soi-même, que chacun fasse son introspection, que chacun soit conscient des schémas compulsifs qu'il a en lui. C'est tout ce travail-là à faire, penser contre soi-même, apprendre à se connaître, comprendre ses émotions, etc., etc. C'est tout ça qui permet, au final, de produire des personnes qui sont capables de tolérance, de compréhension et d'intelligence, plutôt que de gens qui sont enfermés dans des schémas égoïstes, intolérants et violents.